À ceux et celles qui nous rejoignent ou qui nous regardent sur Facebook, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Laurence Ibrahimebo et ce matin, je donne le second volet d'une formation sur la traduction en ressources humaines et les personnes qui sont inscrites à ce cours viennent de terminer un exercice de révision. Donc, on va commencer à regarder des propositions. C'était un exercice de révision d'une traduction d'un petit texte en anglais. Et donc, les personnes ont travaillé à réviser la proposition que vous voyez ici à l'écran. Et ce que vous allez voir maintenant sur la droite de la diapositive, c'est une révision de la version française. Donc, c'est un texte qui traitait d'heures supplémentaires et de catégories de personnel. Donc, la version qui devait être révisée est maintenant à gauche sur l'écran et je vais continuer mes diapositives. Dans la première phrase, la difficulté de reformulation en français concernait le segment overtime pay at a rate of a minimum of 1.5 times. Pour les personnes qui sont inscrites au cours, vous pouvez suivre sur votre document d'accompagnement, si vous voulez, avec l'original en anglais sous les yeux. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir exprimer de façon précise et concise cette notion de taux supérieur, ce facteur de multiplication, sans alourdir la phrase, sans se mélanger les pinceaux et en gardant vraiment une phrase qui sonne bien, qui est idiomatique. Et c'est là qu'on a un verbe fabuleux en français, c'est le verbe majorer et son substantif qu'on verra tout à l'heure, la majoration. Alors, pour ceux et celles qui nous regardent depuis Facebook, j'ai fait remarquer tout à l'heure que la première phrase était en fait une traduction produite par DeepL qui avait, de toute évidence, qui n'avait pas été révisée. Donc, pour construire notre phrase en français, on a un sujet, donc les heures supplémentaires, et ces heures sont majorées de X% du taux horaire normal ou habituel. Donc, on verra tout à l'heure l'utilisation de majoration et de majorer en contexte dans des textes qui ont été rédigés en français. Dans la seconde phrase, on avait, la deuxième phrase, pardon, on avait en anglais managers and professionals, qui sont deux mots à usage très fréquent en ressources humaines et qu'on va regarder tout à l'heure aussi en détail. Donc, je vais faire une seule remarque ici sur le sens de professionals ici. Le contexte n'était pas du tout ambigu et vous l'avez bien vu, on parlait vraiment ici donc de médecins, d'avocats, donc vraiment de profession libérale. Donc, il s'agissait bien de membres d'une profession libérale. Pour ce qui est de ma proposition de cadre, on regardera tout à l'heure au moment de traduire managers que c'est une des traductions possibles du mot managers et qu'elle passe bien, elle passe en fait souvent partout. Voilà. Moi, j'avais choisi non pas droit aux heures supplémentaires, mais les propositions qui ont été faites en mettant les heures supplémentaires ne s'appliquent pas à telle et telle catégorie telle et telle catégorie convenait tout à fait et également. Pour la troisième phrase, et on vient d'en parler avec les participants et participantes au cours, technical guidance, il ne s'agissait pas de conseils puisqu'on n'invitait pas les gens à aller consulter une personne, à s'adresser à quelqu'un. On invitait en fait les personnes à consulter un document officiel. Donc, vous voyez ici, je vais prendre mon petit laser. Est-ce que ça marche? Oui. Vous voyez ici le titre document, il s'appelle IPG 049. Un IPG, c'est un document intitulé Interprétation politique et guide qui porte sur certaines dispositions de loi ou de règlement. Et dans le cas qui nous intéresse, il portait sur une section du Code canadien du travail. Donc, ce document, cet IPG, visait à préciser, à énumérer des catégories d'employés qui n'étaient pas concernés par cette section, donc qui n'avaient pas droit aux heures supplémentaires.
Donc, en fait, il s'agissait pour pouvoir traduire cette petite phrase ou réviser ou retraduire cette petite phrase, il fallait en fait, je vais admettre une personne dans le cours. Voilà, Diane nous rejoint. Pour pouvoir bien traduire cette petite phrase, il fallait aller cliquer, donc s'intéresser à ce document, donc cet IPG, pour comprendre en quoi ça consistait et ce que ça pouvait offrir. Parce qu'en fait, c'était vraiment un document de référence, un cadre de référence auquel on pouvait donc se référer au titre de la loi. Voilà. Et par la même occasion, j'en profite pour attirer votre attention sur le petit « on », sur la dépersonnalisation de la phrase, toujours bien utile dans ce type de texte. Le fameux « on » qui est très idiomatique, qui est neutre et surtout impersonnel et qui convient très bien à ce type de texte. Ce qu'on veut ici, c'est pas créer du lien, c'est on veut rester distant, on veut rester impersonnel. Donc, toujours bien utile d'utiliser ce « on » dans ce type de texte. Donc, on va maintenant regarder d'un peu plus près 3 mots qu'on vient de voir rapidement dans cet extrait. Et ces 3 mots sont majoré et son substantif, managers et professionals. Le verbe majorer et le substantif majoration sont très très fréquents en droit du travail. Ils sont très utiles pour que lorsque l'on parle ou lorsqu'on traduit des textes traitant de rémunération et d'heures de travail. Alors, parmi les synonymes, on trouve augmenter, élever aussi, mais ils n'ont pas nécessairement le même régime syntaxique, donc ils ne vont pas pouvoir être utilisés en substitution. Je vous montre ici un petit article du droit du travail dans l'AMI social. L'AMI social, c'est un énorme ouvrage qui traite du droit des relations individuelles et collectives du travail en France, santé, charges sociales, etc. Et certains accès sont accessibles au public. Donc, je vous montre ce petit extrait et je vais vous laisser le regarder tranquillement. Il traitait de la rémunération du travail effectué le dimanche, voilà, avec les dispositions légales. Donc, vous voyez que les occurrences de majoré qui apparaissent en jaune et les occurrences de majoration en orange. Donc, c'est quelque chose qui est fréquemment utilisé dans des textes qui ont été conçus, qui ont été rédigés en français. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, l'idéal à chaque fois, c'est de pouvoir faire un tour dans des textes similaires en français qui n'ont pas fait l'objet d'une traduction. Alors, regardons maintenant ce qu'on trouve au Québec. J'ai pris un petit extrait de la loi sur les normes du travail. Donc, on peut voir de la même manière ce qui s'utilise dans la loi et on trouve de manière similaire pratiquement les mêmes occurrences. Là, c'est un paragraphe qui traite du calcul des heures supplémentaires. Donc, ce qui nous intéressait ici, c'était, pour réviser le petit texte sur lequel vous avez travaillé, c'était de voir comment majorer et majoration étaient utilisés en contexte. Alors, qu'est-ce qu'on peut majorer? À quoi ça peut s'appliquer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Majorer peut s'appliquer à toutes sortes de choses quantifiables, qu'on peut quantifier. Donc, une rémunération, elle peut être majorée. Des heures, on va parler de salaire majoré. Une prime, des jours de congé, l'impôt également. Pour ce qui est du substantif majoration, on va utiliser la préposition soit pour indiquer le taux, une majoration de 10%, 20%, 50%, soit pour indiquer à quoi s'applique la majoration, une majoration de rémunération, voilà, majoration de la retraite, majoration de la pension. Donc voilà pour ce qui est du premier commentaire sur majorer
et majoration. Donc, n'hésitez pas, ils sont très utiles et ils sont très idiomatiques. On va maintenant regarder les différentes manières de traduire le mot manager. Alors, parmi les traductions possibles, on trouve directeur, directrice, dirigeant, dirigeante, par exemple pour une entreprise. Pour une banque, on va très souvent trouver directeur de banque, directrice de banque. On va trouver aussi responsable, notamment responsable d'un service, department manager, project manager, responsable d'un projet. L'avantage de responsable, c'est que c'est un mot épicène, donc qui n'est pas genré, ni féminin, ni masculin. Il n'y a pas d'indication de genre qui apparaît quand on utilise responsable. Et on trouve très souvent la traduction de gestionnaire au sens de administrateur. Alors, j'en profite pour attirer votre attention sur l'article consacré à la traduction de manager dans le traducteur encore plus averti de François Lavallée, et notamment ses excellentes remarques sur la traduction, sur l'utilisation de gestionnaire. Donc, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail ici, mais je vous invite à faire un tour si vous ne le connaissez pas. Le dictionnaire des ressources humaines de Peretti nous donne plusieurs exemples qu'on va voir tout de suite. Un gestionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est une personne dont le métier est de faire de la gestion. Voilà. En soi, ça ne correspond pas vraiment à un titre de poste, d'accord? Il faut le qualifier. Un gestionnaire de quoi? De dossier, de compte, de projet, de flux de travail. Ça ne sous-entend pas la fonction de dirigeant. Et ça, c'est vraiment important quand on a manager. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va gérer un dossier ou un service, ou c'est quelqu'un qui va avoir des responsabilités, certains pouvoirs décisionnels? Usito nous donne comme définition « personne responsable de la gestion de quelque chose » et nous renvoie son synonyme « administrateur ». Un gestionnaire d'entreprise ou une gestionnaire d'entreprise, gestionnaire de portefeuille, une excellente gestionnaire. Le petit Robert, lui, nous dit qui concerne la gestion d'une affaire ou qui en est chargé, un administrateur gestionnaire. Vous voyez que dans les deux dictionnaires, Usito et le Robert, on a cette notion d'administration, gérant, d'administrateur que l'on retrouve dans les deux définitions qui nous sont proposées. Le dictionnaire des ressources humaines de Peretti donne des exemples, par exemple gestionnaire de carrière, ce qu'on appelle en anglais le mobility manager, ou encore gestionnaire de la paye. Donc toutes ces notions qui entourent gestionnaire sont assez intéressantes parce que c'est vrai qu'on va avoir tendance à trouver trop souvent ou trop systématiquement gestionnaire pour traduire manager. Alors qu'on a toutes sortes de possibilités qui nous sont offertes, qui sont plus naturelles, qui sont plus idiomatiques et surtout qui sont plus précises. Donc, on va voir tout de suite une autre traduction aussi pratique qu'idiomatique, et c'est le mot cadre. Donc là aussi, c'est un mot épicène, donc un mot qui n'est pas genré. On peut dire un ou une cadre, et quand on parle des cadres au pluriel, c'est très pratique. Ça englobe tout le monde. Donc encore une fois, j'insiste, un mot très pratique, très idiomatique. Une définition pourrait être une personne qui occupe un poste de direction. Le petit Robert parle de personnel qui encadre et de personnel qui appartient à la catégorie supérieure des salariés d'une entreprise. Usito nous dit que c'est une personne qui existe une fonction de direction dans une entreprise ou un organisme. Ce qui est très pratique et surtout très précis, c'est que au Québec, il fait partie du vocabulaire du Code du travail pour parler des personnes qui encadrent autrui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je vais reprendre mon laser, cadre va être non pas opposé, mais bien distinct, contrasté avec salarié dans le Code du travail du Québec. Et on va regarder ce qu'il en est
dans le Code canadien du travail et vous voyez que management va être opposé ou contrasté par rapport à employees. Donc, ce sont des notions qui sont intéressantes sur lesquelles on peut s'appuyer, on doit s'appuyer et dont on peut tirer parti dans beaucoup de situations. Et on va parler de cadre moyen, cadre supérieur, donc on peut qualifier différents niveaux de cadre. Donc, un mot qui est franchement bien pratique. On arrive au troisième mot qui mérite d'être examiné de plus près, le fameux professional. Ici, donc, c'est un substantif, donc un nom. Alors, la définition de professional qui est donnée par le dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière de Ménard, qui est un dictionnaire donc bilingue, anglais-français, français-anglais, donc des entrées dans les deux sens, qui est en fait une création de l'Institut canadien des comptables agréés, donne des définitions assez intéressantes. La difficulté lorsque l'on traduit professional en anglais, c'est de bien cerner de qui on parle. Hein. Donc, la première des définitions qui est donnée par le dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, c'est le membre ou la membre d'une profession libérale. Et c'était ce qui nous intéressait dans l'exercice de révision que vous venez de faire. Hein. Il n'y avait pas d'ambiguïté, on parlait de médecins, de dentistes, d'architectes et d'avocats. La deuxième définition qui souvent passe à la trappe, que les gens ne voient pas, c'est celle de spécialistes et d'experts. Et on va en reparler tout à l'heure avec un autre exemple. La troisième définition tout aussi intéressante, c'est celle d'une personne qui exerce une activité à caractère intellectuel ou technique pour son propre compte ou le compte d'autrui. Donc, vous voyez ici, je vais reprendre mon laser, pour son propre compte, donc ça pourrait être éventuellement une profession libérale, ou le compte d'autrui. Donc, c'est quelqu'un qui peut être tout à fait le salarié d'une entreprise, mais dont la caractéristique est d'avoir une activité à caractère intellectuel ou technique. Et je repose mon petit laser. La difficulté en français, lorsque l'on traduit professional, c'est de bien cerner de quoi on parle. Parfois, professional, comme en français, en anglais, signifie une personne qui exerce un métier. Donc, on va pouvoir opposer à amateur. Si votre beau-frère vous dit « Oh, you should call a professional to remodel your kitchen », autrement dit, vous devriez faire appel à un professionnel plutôt que de demander à votre neveu de refaire votre cuisine. Les résultats seront sans doute plus satisfaisants. Mais la plupart du temps, a professional, en anglais, a un sens plus précis. Alors, si on jette un œil sur la classification des professions et catégories socio-professionnelles en France, là, je vous donne un petit extrait ici, on se rend compte que la catégorie 3 englobe des cadres et des professions intellectuelles. Hein. Ici, on a la catégorie 3, cadres et professions intellectuelles supérieures. Autrement dit, il s'agit de gens soit qui exercent une fonction d'encadrement ou de direction, donc les fameux cadres, et parmi les sous-catégories, on va trouver donc les professions libérales, des professions scientifiques ou artistiques, les métiers de l'enseignement, de l'information, etc. Tous ces métiers ont un dénominateur commun. À votre avis, quel est le dénominateur commun de tous ces métiers? Est-ce que quelqu'un veut suggérer quelque chose à l'oral? Je vais agrandir ma petite fenêtre. C'est des universitaires? Oui, on y est, oui. Des universitaires, donc quand on va à l'université, qu'est-ce qu'on fait en fait? Vous y êtes, hein, c'est ça, vous on obtient un diplôme. Voilà, diplôme, on y est, on est sur la bonne voie. Continuez, ne vous arrêtez pas, ne freinez pas.
Elle est si jolie. Mais je ne sais pas quoi rajouter. Quelqu'un va venir au secours de Julie. Oui, C'est ils sont ouvert. diplômés, des Ils sont diplômés. diplômés, voilà, ils sont diplômés. Ce sont des gens qui ont fait des études, d'accord? Donc, ce sont des gens généralement qui ont fait de longues ou de hautes études pour se spécialiser dans un domaine. Donc, c'est ça le dénominateur commun. Et par un pur hasard, parce que de temps en temps, il y a des hasards, des jolis hasards, je suis tombée il y a 3 jours sur une occurrence de professionals dans un article du ATA Chronicle. Peut-être que vous connaissez cette revue. C'est la revue de l'Association des traducteurs et interprètes professionnels aux États-Unis. C'était vendredi matin, je lisais cet article et je me suis dit « Ah, c'est merveilleux ». Donc, dans cette petite phrase, je vais vous donner le contexte tout de suite, on retrouve le highly educated and experienced professionals pour qualifier les traducteurs, traductrices et interprètes. Et je vais vous donner tout de suite le contexte. Donc, en fait, c'était un article qui parlait de la loi dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la loi AB5 en Californie, qui vise à faire passer toute une catégorie de travailleurs autonomes comme salariés d'entreprise. La polémique a commencé avec les travailleurs contractuels de chez Uber et Amazon, entre autres, et malheureusement, dans tout le panier de ces travailleurs autonomes se trouvaient pris dans le filet et appelant au secours traducteurs, traductrices et interprètes. Donc, ça a été un tollé, ça a posé beaucoup de problèmes parce que beaucoup d'agences de traduction, du coup, n'ont plus voulu faire appel à la main-d'œuvre locale, donc en Californie, et se sont tournés vers d'autres États, etc. Donc, ça a été un tollé. Et donc, en fait, dans cette petite phrase, comment est-ce qu'on pourrait traduire professionals, justement, dans ce contexte-là? Alors, je donne un tout petit peu plus d'informations. Je vais repasser avec mon laser, dans Professional Services. On fait appel à un texte de loi, à un cadre, un paragraphe particulier de cette loi AB5, la Section 2777, qui énumère des Professional Services. Donc, les Professional Services, qu'est-ce que c'est? Ce sont des Licensed Professionals. Et là, il y a 2 définitions. Et c'est là qu'on retrouve la notion de diplômés, de diplôme, de personnes diplômées. Ce sont des personnes qui ont fait des études dans le domaine des arts ou des sciences, ou alors des détenteurs de permis d'exercer. Hein, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on pourrait traduire ici professionals dans ce contexte, hein? Comment traduire highly educated and experienced professionals? Et là aussi, je vais vous demander de prendre la parole si vous voulez bien. Est-ce que quelqu'un veut proposer quelque chose? Comment est-ce qu'on pourrait traduire professionals dans ce contexte? Est-ce qu'on pourrait parler de spécialistes? Oui, ce sont des spécialistes, oui, c'est très bien. Très bonne proposition. Qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autres? Je vais ouvrir le clavardage. Des experts? Des experts, oui, tout à fait. Des experts conviendraient très bien ici. Quoi d'autre? Des experts, des spécialistes. Quelle est la notion sur quoi est mis l'accent ici? Je l'ai mis en rouge. Je vous donne un indice. La formation? Oui, sur la formation. D'accord, sur la formation. Donc, on pourrait tout à fait avoir des spécialistes bardés de diplômes, si on veut passer dans un registre un petit peu différent, ou des gens hautement qualifiés et très expérimentés. Donc, ça renvoie vraiment à la catégorie des professions intellectuelles supérieures du tableau précédent. Alors, je voudrais remercier les personnes qui nous ont suivis pendant l'espace de quelques diapos. Merci beaucoup de votre
attention et j'espère peut-être à une prochaine fois.